Retour du président de la République à Abidjan. Le président Alassane Ouattara revient d'un séjour privé en France. L'ambassade d'Angleterre ouvre à nouveau ses portes en Côte d'Ivoire après une fermeture qui aura duré 7 ans. Aujourd'hui, mardi 8 mai, c'est la journée mondiale de la Croix-Rouge avec pour thème Jeunesse en action. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le président de la République a regagné Abidjan. En fin d'après-midi, le président Alassane Ouattara est arrivé à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny aux alentours de 17h30. Le président de la République revient d'une visite privée d'une semaine en France où il a rencontré lundi le président français sortant Nicolas Sarkozy. Notons qu'au cours de son séjour hors de Côte d'Ivoire, le président de la République s'est aussi rendu à Dakar pour prendre part au sommet extraordinaire de la CEDEAO, au sommet sur la crise au Mali et en Guinée-Bissau qui s'est tenu le jeudi 3 mai dernier dans la capitale sénégalaise. À son arrivée à l'aéroport, le président de la République a parlé à la presse de son séjour en France et de l'avenir des relations entre la Côte d'Ivoire et la France sous la présidence du président François Hollande. Le président Alassane Ouattara s'est également prononcé sur la situation en Côte d'Ivoire, notamment sur l'évasion des prisonniers de la prison d'Aboville et de la Maka. Le président de la République a annoncé que des sanctions seront prises dès demain à l'encontre de certains responsables. Je suis effectivement revenu d'un séjour privé en France qui m'a donné l'occasion, comme j'aime le faire de temps en temps, de faire une réflexion sur notre action au niveau du pays et les actions à mener pour le futur. Et je pense que cela m'a fait beaucoup de bien. J'ai dû interrompre cette période pour me rendre à Dakar où il y avait un sommet extraordinaire de la CEDEAO sur le Mali et la Guinée-Bissau. Nous avons pris de bonnes décisions à cette occasion pour renforcer le processus de retour à la paix, donc de remise en œuvre du processus de retour à la constitutionnalité et également bien sûr la perspective d'élections démocratiques dans ces deux pays. Les choses évoluent, bien sûr au Mali comme en Guinée-Bissau. Les chefs d'État chargés de suivre ces deux dossiers se concertent. Et d'ailleurs, demain, le président du Nigeria, le président Goodluck Jonathan, viendra dans la matinée nous voir pour que nous fassions un point de l'évolution en ce qui concerne la Guinée-Bissau. Bien entendu, j'ai assisté, comme tous, à l'élection de la présidence du président de la République française, qui a vu la victoire de M. François Hollande, que j'ai félicité d'ailleurs par télégramme. Et je voudrais dire que j'ai rencontré hier le président Nicolas Sarkozy, qui est un ami personnel de longue date, pour échanger avec lui, et ce qui a été un bon réconfort pour lui comme pour moi. Vous savez, l'amitié en Afrique est quelque chose de sacré, et c'est dans ces moments que les amis apprécient le vrai sens de l'amitié. Les relations entre la France et la Côte d'Ivoire sont des relations très fortes, des relations historiques. Et vous l'avez senti d'ailleurs, cela a été manifesté à l'occasion de la visite d'État que j'ai effectuée en France en janvier dernier. Et le changement de président ne changera rien à ces excellentes relations. D'ailleurs, c'est le message que nous avons échangé, le président élu, François Hollande et moi-même. La volonté commune est de renforcer les liens de coopération entre les deux pays et de mettre en œuvre le partenariat de défense que nous avons signé. Évidemment, la Côte d'Ivoire a ses propres ambitions et nous souhaitons que la Côte d'Ivoire continue d'être au travail, que nous puissions faire en sorte que le quotidien des Ivoiriens s'améliore au fil des mois et des années à venir. C'est surtout cela ma préoccupation. Il faut que les Ivoiriens vivent en paix et que la sécurité soit renforcée partout
y compris dans les prisons. Ce qui n'est pas acceptable qu'en une semaine, il y ait 2 évasions, parce que les personnes n'ont pas fait leur travail. Ces personnes seront sanctionnées et de manière immédiate. C'est la décision que je viens de prendre avec le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Justice et les généraux tout à l'heure que j'ai reçus. Nous ferons en sorte que les prisons soient débarrassées de personnes qui sont complices d'actes de ce genre. Les prisons de Côte d'Ivoire ont été rénovées, c'est les prisons modernes, les prisons les plus modernes par rapport à quasiment tous les pays africains, parce que nous voulons que les prisonniers qui ont des droits soient dans de bonnes conditions, mais ne pouvons pas accepter que des personnes qui sont condamnées par la loi puissent avoir l'opportunité de s'échapper. Bon, fort heureusement, la plupart ont été rattrapés, mais c'est le signal que cela a donné que je n'admets pas que les décisions sont prises et elles seront appliquées dès demain matin. En France, on commémorait ce mardi la capitulation de l'Allemagne le 8 mai 1945. À cette cérémonie commémorant l'armistice ont participé le président sortant Nicolas Sarkozy et le nouveau président français François Hollande. La passation de pouvoir entre les deux hommes est prévue pour le mardi 15 mai, la semaine prochaine. Après, le nouveau président français aura à faire face à de nombreux défis internationaux. Côte à côte, perdants et vainqueurs de l'élection présidentielle française. Nicolas Sarkozy et François Hollande se sont recueillis ensemble ce mardi devant la tombe du soldat inconnu. La commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale, image de réconciliation et parenthèse avant la pile de dossiers internationaux qui attend François Hollande. Le futur président doit régler en priorité la question du traité de discipline budgétaire européen. Lui qui souhaite l'ajout d'un volet consacré à la croissance économique devra négocier âprement avec la chancelière allemande. Nous pensons en Allemagne que le traité fiscal n'est pas négociable et c'est aussi mon avis à titre personnel. Une fois que nous parvenons à un accord au niveau européen, nous n'avons pas pour habitude de tout modifier après chaque élection, que ce soit dans un petit ou dans un grand pays. Après une visite à Berlin qui devra intervenir rapidement, autour des sommets du G8 et de l'OTAN de figurer sur l'agenda du président. Le président américain Barack Obama a appelé François Hollande dimanche soir et l'a félicité pour son élection. Il a aussi invité M. Hollande à venir le rencontrer à Washington le matin du sommet du G8. François Hollande devrait aborder avec Barack Obama l'épineuse question du retrait des troupes françaises d'Afghanistan. Un retrait prévu pour la fin 2012 et que l'OTAN ne voit pas d'un bon œil. La contribution française à notre mission en Afghanistan est précieuse. La France s'est engagée dans cette mission dès le début. François Hollande a attaqué dès lundi les sujets internationaux en recevant à son QG de campagne les ambassadeurs américains et chinois. Le futur gouvernement est attendu au tournant. Le Japon lui a déjà demandé de respecter les engagements pris sur l'austérité. Retour en Côte d'Ivoire où les réactions à l'élection du nouveau président français ont été nombreuses, notamment au niveau de la classe politique. Nous vous proposons de suivre celle du RDR et du PDCI. Le RDR n'oubliera jamais cet acte de grandeur dont la France et le président Nicolas Sarkozy ont fait montre en faveur de notre pays. C'est un acte de gratitude que nous réitérons à l'homme d'État qui a présidé pendant 5 ans aux destinées de la France. C'est une véritable leçon de démocratie et de tolérance civique que le président Nicolas Sarkozy nous a donné et a donné au monde. Il est vrai qu'il a perdu cette élection, mais avec quelle humilité. Assurément, il sort grandi de cette épreuve. Non seulement il a reconnu sa défaite, mais il a appelé ses partisans à témoigner respect et considération à son successeur. Il les a appelés à faire preuve de patriotisme. Quelle grandeur d'âme, quelle force de caractère, quel démocrate. Le RDR tient à saluer une telle hauteur d'esprit, même si le parti du président Nicolas Sarkozy restera un ami de la Côte d'Ivoire reconnaissante. C'est pourquoi notre parti est à l'aise pour manifester sa gratitude et sa sympathie à l'ancien chef d'État français
qui n'a guère ménagé aucun effort pour que la vérité triomphe du mensonge. Au moment où il quitte la présidence de la République française, le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire et le RDR, considèrent comme une obligation et un devoir de lui renouveler l'amitié et l'estime du peuple ivoirien. Nos voeux de réussite accompagnent le président français élu, je vais parler de François Hollande, qui, nous l'espérons, saura faire davantage prospérer les liens multiséculaires qui unissent si amicalement les peuples français et les peuples ivoiriens. Après la crise post-électorale dramatique que la Côte d'Ivoire a connue, nous nous retrouvons à un second exemple de démocratie. Tout près de nous, le Sénégal, malgré quelques remous au cours de la campagne électorale, après le scrutin, a eu à adopter une attitude démocratique exemplaire. Le président sortant a reconnu sa défaite, a félicité le nouvel élu, a tenu une dernière réunion de son gouvernement, invitant les membres du gouvernement à faciliter la tâche à la nouvelle équipe qui prenait en main les destinées du Sénégal. Et peu de temps après, bien entendu, la France nous donne une leçon magistrale sur tout le parcours, tant au moment de la campagne que pendant les élections et après les résultats. Une leçon de démocratie qui a consisté à respecter le choix du peuple souverain de France, qui a confié sa destinée au président François Hollande pour les 5 années à venir. Les responsables politiques ivoiriens ne peuvent que s'en inspirer. Ça ne peut être que sujet à méditation et souhaiter. Compte tenu des rapports privilégiés que la Côte d'Ivoire, depuis Félix Houphouët-Boigny, entretient avec la France, souhaiter bon vent au président Hollande et faire en sorte que les rapports entre la Côte d'Ivoire et la France soient toujours au beau fixe. Les rapports entre la Grande-Bretagne et la Côte d'Ivoire sur notre plateau maintenant. La Grande-Bretagne ouvre son ambassade en Côte d'Ivoire. Elle sera restée fermée pendant 7 ans. Les nouveaux locaux de l'ambassade situés dans la commune de Cocody ont été inaugurés ce mardi en présence du ministre britannique pour l'Afrique et des autorités ivoiriennes. Mamadou Kwasi, à Boussandogo. 7 ans après sa délocalisation au Ghana pour des raisons sécuritaires, la Grande-Bretagne rouvre sa représentation diplomatique en Côte d'Ivoire. Cette réouverture intervient 1 an après l'investiture du président de la République à la magistrature suprême. Selon Arkin Simon, chargé d'affaires, la reprise des activités diplomatiques fait suite à l'amélioration de la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire. Le ministre britannique pour l'Afrique et les Nations Unies affirme que ce retour va renforcer la coopération entre les deux pays. Il s'agit d'un engagement à l'approfondissement des relations bilatérales entre nos deux pays et d'aider la Côte d'Ivoire à atteindre une véritable réforme dans le secteur de la sécurité, consolider la paix, la réconciliation nationale et relancer son économie. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, salue l'engagement de la Grande-Bretagne à soutenir la Côte d'Ivoire dans son processus de reconstruction. Il invite la Grande-Bretagne à s'investir véritablement pour contribuer au développement. Pour relever les nombreux défis, notre pays a en effet besoin du soutien de tous ses amis, comme vous, partenaires au développement, particulièrement, il faut le souligner, ceux du secteur privé, qui constituent pour nous le moteur de notre relance économique. En effet, que la délivrance des visas officiels et d'affaires accompagne ce retour à Abidjan de l'ambassade de Grande-Bretagne. Simon Tonge, désigné ambassadeur de la Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire, prendra officiellement fonction dès la première semaine du mois de juin 2012. Puis une délégation anglaise, une délégation du Parlement britannique conduite par le ministre chargé des Affaires africaines a été reçue en audience par le chef du gouvernement ivoirien, Ahoussou Kouadio-Jano, qui a également reçu l'ambassadeur du Royaume de Belgique. Les questions de coopération bilatérale étaient au cœur des échanges. Alexis Outraogo. 2 audiences inscrites ce mardi au programme du Premier ministre ivoirien Ahoussou Kouadio-Jano.
La première accordée à Henry Bellingham, membre du Parlement britannique, sous-secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères et ministre chargé des Affaires africaines. Accompagné d'une importante délégation, il a annoncé l'ouverture depuis ce jour de la représentation diplomatique britannique en Côte d'Ivoire. À midi aujourd'hui, nous avons rouvert l'ambassade de Grande-Bretagne parce qu'il est très clair pour moi que ce pays retrouve la santé très vite. Vous êtes sorti d'un conflit l'année dernière. Maintenant, nous avons un gouvernement qui travaille et qui est respecté partout. La deuxième audience accordée à son Excellence Peter Hugebert, ambassadeur du Royaume de Belgique, a porté sur la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et le Royaume de Belgique, avec en vue de belles perspectives. J'ai un peu dressé le tableau aussi pour les mois à venir. On a par exemple dans 2 semaines un séminaire qui est organisé dans le secteur des solutions médicales par Siemens Belgique. On a parlé longuement aussi du partenariat qui existe avec la convention de coopération entre le port d'Anvers et celui de port de San Pedro et qui va se concrétiser dans la tenue de journées portuaires le 12 et le 13 juin. Le 12 juin à San Pedro, le 13 juin à Abidjan. C'est aussi l'expression de la bonne tenue des relations économiques entre nos deux pays. Une autre audience, elle a été accordée à une délégation de la Banque mondiale par le ministre auprès du Premier ministre chargé de la justice, Mato Loma Cissé. À l'ordre du jour, la reconstruction du système judiciaire ivoirien et son redéploiement effectif sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Le ministre ivoirien de la Justice auprès du Premier ministre, Mato Loma Cissé, a reçu lundi à son cabinet une délégation de la Banque mondiale. Au cours des échanges, près de 2 heures, le système judiciaire ivoirien était à l'honneur. La Côte d'Ivoire est l'exemple même des pays dont le développement a été impacté, freiné par les questions de conflit et de sécurité. Nous avons abordé ces questions avec Madame le ministre de la Justice. Nous avons abordé la question de redéploiement de la justice en Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, le président de la République a créé récemment un groupe de travail sur la réforme du secteur de la sécurité. Ce groupe de travail travaille également sur les questions de la justice. Vous savez également que la Côte d'Ivoire est dans un processus de réconciliation. Ce processus de réconciliation prend également en compte les questions de justice. Nous avons abordé toutes ces questions avec Madame le ministre, comprendre la dynamique de paix et de justice en Côte d'Ivoire et puis au-delà, voir ce que la Banque mondiale pourrait faire pour accompagner le processus. La situation à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan aura été aussi évoquée. La Banque mondiale a souhaité une amélioration des dispositifs sécuritaires et rassuré de son soutien. Reportage signé Alexis Outraogo dans le cadre de la mise en place d'un cadre de collaboration et de concertation des organisations de la société civile. Une délégation guinéenne a séjourné en Côte d'Ivoire toute la semaine. Elle s'est rendue à Bouaké et Korogo à la rencontre des populations. Lassine Fofana. Le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne de Mamadou Diallo et la Convention de la société civile ivoirienne de Ngouan Patrick ont décidé de faire chemin ensemble parce que les sociétés civiles de part et d'autre ont exactement les mêmes préoccupations partout dans la sous-région. L'idée a été formalisée par Ngouan Patrick et Mamadou Diallo. La société civile guinéenne venue en Côte d'Ivoire pour études veut aussi apporter sa pierre à l'édifice de la reprise en Côte d'Ivoire. Chaque parti a décidé d'apprendre de l'autre, c'est cela la philosophie de la rencontre d'aujourd'hui. Les Guinéens qui ont pour eux une grande expérience du terrain au plan politique veulent faire profiter la Côte d'Ivoire de leur savoir-faire. Notre pays a connu une crise. Nous, on a fait de la prévention pour ne pas arriver à la guerre. On s'est investi avec tous les acteurs politiques, économiques et sociaux. On a fait des fronts communs. Sinon, croyez-moi, ça a été très dur en Guinée. Mais on a fait un partenariat solide pour éviter qu'on arrive à la guerre. C'est la société civile qui doit prendre les devants désormais, l'a dit Mamadou Diallo, ce qui est totalement l'avis de Ngouan Patrick, allusion faite à la situation actuelle en Côte d'Ivoire. On ne peut pas continuer à discuter entre politiciens, toujours entre acteurs politiques.
en excluant systématiquement le secteur privé, les syndicats, les religieux, la société civile. Ça n'a rien donné. La société civile va faire une déclaration pour appeler l'attention des autorités à avoir une démarche inclusive où tout le corps social va se réunir pour analyser la situation nationale et faire des propositions concrètes aux autorités. Que ce soit la déclaration lue aujourd'hui ou les documents échangés entre les deux parties ou encore le livre d'or signé, l'idée reste la même, renforcer le partenariat au sein de la société civile. La journée internationale de la Croix-Rouge est célébrée aujourd'hui 8 mai avec un accent particulier sur la jeunesse en action. Retenez que 2/3 des volontaires de la Croix-Rouge sont des jeunes. Sylvie Touré. Protéger l'humanité, c'est la mission que se donne la Croix-Rouge. Partie de l'élan de solidarité du soldat Henri Dunant sur un champ de bataille envers des personnes en détresse, le mouvement, plus d'un siècle après, est installé dans 188 pays. Ses membres, des volontaires, mènent leurs actions dans le cadre de la prévention, l'intervention et la reconstruction dans les zones de conflit. Pour cette année, la Croix-Rouge a choisi de rendre hommage aux jeunes qui constituent plus des 2/3 de ses volontaires. Le thème autour duquel elle mène donc ses activités est la jeunesse en action. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le pays sort d'une crise dont les séquelles sont encore visibles. Les besoins des populations sont nombreux et pour une meilleure aide, la Société nationale de la Croix-Rouge lance une opération de mobilisation de ressources. Une semaine durant, la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire s'adressera au cœur de chaque citoyen de ce pays, du plus illustre à l'inconnu. Que votre cœur vous parle afin que votre don sauve des vies et redonne espoir. Cette action s'étend jusqu'au 11 mai, mais pour la Croix-Rouge, la quête d'un monde meilleur est perpétuelle. L'autorité nationale de régulation des marchés publics forme les journalistes à la gestion des contentieux et des marchés publics. Elle entend ainsi leur donner des informations, des notions suffisantes pour une meilleure restitution de leur connaissance des marchés publics. Alvarez. Formation des journalistes sur la gestion du contentieux des marchés publics par l'Autorité nationale de régulation des marchés publics ANRMP. Elle vise au renforcement des capacités des journalistes en matière de régulation des marchés publics. Les journalistes doivent retenir que la régulation des marchés est encadrée par des procédures réglementaires. Quand on régule un marché, on a un repère, on a une base. Cette base-là, c'est la réglementation. C'est les décrets, les arrêtés et puis les critères de sélection inscrits dans les dossiers d'appel d'offres. Ce repère-là fait que l'autorité est encadrée dans les décisions qu'elle rend. Et lorsque ces décisions doivent être analysées, il ne faut pas donc le faire sans avoir ces indicateurs-là en main. Les modules de formation ont porté sur plusieurs domaines d'activité, la santé, l'éducation, les infrastructures, la sécurité, la communication. Qu'est-ce que marché public? Un contrat écrit, un contrat onéreux, un contrat entre l'État et le privé, une délégation de services publics, la bonne gouvernance. Ce sont autant de préoccupations, de sujets développés par les responsables de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics pour instruire les journalistes sur la gestion du contentieux des marchés publics. La grève des chauffeurs de taxi n'aura pas lieu. Le groupement des professionnels de taxi compteurs suspend son mot d'ordre de grève prévu pour demain 9 mai. Ce jeudi donc, le mardi 1er mai dernier, ce groupement avait décidé de se mettre en grève. La raison de la colère, la hausse du montant de la patente qui passe de 120 580 à 141 080 francs. Honorine Agnigori. Depuis l'annonce de la grève des taxis-compteurs, les discussions ont considérablement évolué, aussi bien avec la Direction générale des impôts qu'avec le ministère des Transports, qu'est le ministère de tutelle du groupement des professionnels des taxis-compteurs GPTC, nous dit Koulibaly Adama, président par intérim de ce groupement. C'était au cours d'un point de presse ce mardi. Il fait part donc de ses acquis. De cette discussion, le GPTC a eu quelques acquis notables, à savoir le report de la date butoir
du 30 avril au 30 juin 2012. Le temps pour chacune des parties de mener la réflexion afin d'aboutir à une solution consensuelle définitive. La suspension de la pénalité sur la patente 2012. L'engagement de l'État à mettre sur pied un comité en vue de la répression dès le mois de juin des Wawara banalisés. L'engagement ferme du ministre des Transports actuellement en mission hors du pays, avec qui nous avons eu un entretien téléphonique et qui a marqué sa détermination à prendre à bras le corps notre revendication dès son retour. Au vu de ces acquis et assurer que les autorités compétentes mettront tout en œuvre pour respecter leur engagement, le groupement des professionnels taxi-compteurs GPTC suspend son mot d'ordre de grève et demande à tous les adhérents de reprendre le travail dès demain, mercredi 9 mai 2012. Le groupement des professionnels de taxi-compteurs dit rester vigilant quant au respect des mesures transitoires et se réserve le droit de réagir si la situation l'exige. Le cinéma ivoirien à l'honneur au Canada, le téléfilm Teenager est lauréat du Festival international du cinéma Vue d'Afrique organisé depuis le 27 avril dernier et qui a pris fin le 6 mai au Canada. Sélectionné comme meilleure série africaine, Teenager a fait la fierté du cinéma ivoirien à ce grand rendez-vous du cinéma. Notre reporter Doua Delazer a tendu son micro aux acteurs de ce film dès leur retour du Canada. C'était dans la nuit d'hier à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny et d'Abidjan. Émotion et joie pour les acteurs du téléfilm ivoirien Teenager. Ils viennent de remporter le premier prix de la meilleure série télévisée africaine au 28e Festival international du cinéma dénommé Vue d'Afrique, sur 101 films qui ont compéti à cette édition 2012. Vanessa Patovo, Nguesson Kofi-Ange, tous deux acteurs se disent fiers du résultat de leur effort. Pour eux, cette distinction est la récompense du dur labeur. Je suis vraiment heureuse d'abord d'être allée à Montréal représenter la série Teenager. Et franchement, au départ, on ne pensait pas qu'on allait pouvoir arriver à ce stade-là. Franchement, nous avons fait des formations et tout. On peut dire que seul le travail paie. Et nous nous sommes retrouvés là et nous avons apporté ce prix-là à toute la Côte d'Ivoire, à toute l'Afrique entière. Nous avons prouvé que l'Afrique peut évoluer, tout comme les pays de l'Occident. Moi, je n'ai pas cru, en tout cas. Je n'ai pas cru et voilà, ça a été une fierté, une joie, on ne sait vraiment pas comment l'exprimer, mais voilà, ça a été plein d'émotions. Pour le producteur de la série Teenager, Jean-Hubert Nakam, ce prix est un honneur. Talent des jeunes, talent d'une équipe mobilisée, confiance des parents. Je crois que j'ai fait honneur à la Côte d'Ivoire qui m'a accueilli. Je pense que ce prix est un prix Côte d'Ivoire. Justine Seydjiké, représentant la RTI à ce grand rendez-vous du cinéma, exhorte les décideurs ivoiriens à accorder une place de choix à la culture et au cinéma. Ça fait la fierté de la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui revient sur la scène internationale et ce sont ce genre d'actions qu'il faut soutenir. La deuxième saison de la série Teenager s'annonce pour bientôt. Le producteur Jean-Hubert Nakam promet lui de faire rêver les téléspectateurs nationaux et internationaux. Le reportage de Doua Delazer était commenté par Alexis Oudraogo. Fin de cette édition, vous avez rendez-vous demain 6h30 avec Alvaro Assa. Au revoir.